C'est un peu le défaut de l'astrologie prédictive, de vouloir contrôler les choses, de vouloir les anticiper, de vouloir les lire, mais quelque part c'est aussi une forme d'hubris, parce qu'on ne sait pas tout, il y a plein de choses qui nous échappent complètement, on peut tenter symboliquement de mettre des métaphores, et l'usage de la métaphore, je pense, est fondamental. L'image métaphorique, c'est quelque chose que James Hillman disait beaucoup. L'image nous protège en fait d'une certaine manière. On n'est pas fait pour interpréter littéralement les événements. Je pense que ça peut être délétère de jouer à Dieu quelque part. Bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des transits à venir pour la semaine du 24 au 30 août. Cette semaine, nous avons 2 transits majeurs que sont le passage de Mercure en Vierge le 25 août et la pleine lune qui est aussi une éclipse dans le signe du Poisson. Il faut savoir que cette éclipse clôt tout un cycle d'éclipses qui s'est déroulé dans ce signe et dans celui de la Vierge depuis septembre 2024, donc celle-ci est la dernière en Poisson pour ce cycle-là. Cela dit, on n'en a pas tout à fait terminé avec les éclipses en Vierge, on en a encore début 2027, mais pour ce qui est du Poisson, on clôt un chapitre qui a été entamé déjà depuis septembre 2024. Nous allons voir dans cette vidéo que le ciel nous demande 2 mouvements un peu contradictoires, un peu dichotomiques, que sont l'analyse. Vraiment, avec la Vierge, on a l'image d'un laborantin. On est dans la saison de la Vierge et puis sa planète maîtresse entre chez elle en fait, qui est le signe de la Vierge. Mercure entre en Vierge, donc on est vraiment dans les rouages cérébraux cognitifs qui sont particulièrement exacerbés dans saison de la Vierge. Donc on a vraiment l'analyse, le microscope, le petit détail de nos vies qui va être particulièrement exacerbé. Mais de l'autre côté, avec cette éclipse en Poisson qui vient clore tout un chapitre vraiment de lâcher prise, de laisser aller, d'abdication à plus grand que soi, dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo. On est vraiment dans un mouvement de lâcher prise qui est un mouvement que je considère comme extrêmement spirituel parce que le signe du Poisson et le dernier signe du zodiaque appartient à la maison 12 et nous parle d'une forme d'abdication à plus grand que soi, et c'est particulièrement bienvenu dans le signe de la Vierge. Ce sont 2 signes qui sont fondamentalement opposés mais qui trouvent un terrain commun que sont le sacré et le profane. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on a vraiment le profane qui est au service du sacré avec la Vierge. On n'a pas seulement le petit rouage du quotidien, mais on a aussi toute la dévotion qu'on peut amener dans nos tâches quotidiennes, dont on va largement parler ici aussi. Donc je trouve qu'il y a une métaphore absolument merveilleuse, une image archétypale à garder avec ces transits, c'est le laborantin avec la Vierge. On a vraiment un laborantin merveilleux, excellent avec la Vierge. On est dans l'excellence cognitive, cérébrale, de l'analyse et du discernement avec la Vierge, et puis le mystique, le rêveur avec le Poisson. On a ces 2 archétypes qui viennent dialoguer cette semaine en nous, ces 2 archétypes qui nous appartiennent fondamentalement, qu'on soit Vierge, Poisson ou d'un autre signe. Ces 2 signes dialoguent en nous et apprennent à trouver un terrain d'entente cette semaine particulièrement. Le premier mouvement qui nous intéresse particulièrement ici, c'est Mercure qui entre en Vierge le 25 août et qui y reste jusqu'au 10 septembre. Mercure, c'est notre planète qui nous parle de verbalisation, de communication et des pensées. On est vraiment dans les rouages cognitifs cérébraux avec Mercure, notre capacité à articuler nos pensées, à les formuler, à les verbaliser, à entrer en interaction avec les autres, échanger, à entrer dans une forme de communication interpersonnelle ou en groupe, à écrire aussi, à mettre nos pensées dans la matière. Et la Vierge est son domicile, de même que le Gémeaux. Mercure trouve son domicile dans 2 signes. Elle trouve son domicile dans le signe du Gémeaux et le signe de la Vierge. Et il faut dire qu'avec la Vierge, on est vraiment, ce que je disais, dans l'excellence cognitive et cérébrale. On est sur un signe qui est d'une prouesse cognitive, intellectuelle, analytique, hors norme, vraiment. Et ici, on a vraiment toutes nos dispositions intellectuelles qui ont été particulièrement affinées, qui sont affinées dans le signe de la Vierge. On a notre capacité à observer qui est particulièrement affûtée, à être précis. Le signe de la Vierge est un signe particulièrement efficace et efficient, qui ne va pas se disperser dans le superflu, contrairement aux Gémeaux qui trouve aussi, où Mercure trouve aussi son domicile. La Vierge, on est vraiment dans l'efficacité du mouvement
et ici particulièrement l'efficacité des pensées. C'est une magnifique période pour investiguer l'écriture si c'est une discipline qui vous intéresse particulièrement, pour affûter votre pensée, pour créer un podcast, une période pour lire plus si vous ne lisez pas assez, si vous trouvez que vous ne lisez pas assez à votre goût, c'est une saison particulièrement bénéfique pour se remettre à la lecture par exemple. C'est une saison aussi particulièrement bienvenue pour analyser ses pensées. Le journaling est particulièrement bienvenu ici. Je sais que moi j'ai un notebook, c'est une technique qui vient de Thomas Jefferson je crois et qui s'appelle un Commonplace Notebook. Je ne l'ai pas à disposition ici, mais en fait c'est un carnet où je fais des petites analyses des livres que je lis, mes propres critiques ou alors même de documentaires, de films que je regarde, juste j'écris mes observations. Alors il n'y a rien de fantastique et de vraiment excellent et brillant là-dedans, c'est juste pour m'entraîner en fait à élaborer ma propre pensée. On le sait très bien avec l'IA, avec les réseaux sociaux, on a vraiment un spectre d'attention qui est de plus en plus réduit. Parfois on a l'impression qu'on formule plus assez bien les choses. On est aussi entré dans une forme de perfectionnisme absolument maladif. Plus on est confronté aux prouesses de la machine, de l'IA, des robots, plus on se rend compte que finalement c'est pas la pensée humaine qui fait sa prouesse. Et ça peut être particulièrement humiliant. Quand on a mis toute son estime de soi sur notre capacité à penser, à réfléchir, à analyser, à écrire, à verbaliser les choses, quand on se rend compte que l'IA peut faire potentiellement mieux les choses, ça peut être humiliant. Justement, la Vierge a ce côté de l'humilité qui contient ce même champ lexical, de l'humilité, de l'humiliant, de ce qui nous rend humbles. Et ça nous réfère à la terre, tout simplement. La Vierge, c'est un signe de la terre qui se réfère au humus. C'est la racine du mot humilité. De retourner à l'humus et donc à l'humilité de la petitesse de nos vies. Je pense fondamentalement que la prouesse, l'excellence de l'être humain, c'est son cœur et c'est sa capacité à se connecter les uns les autres. On va le voir avec le signe du poisson. Donc tout ça pour vous dire que je pense que oui, c'est une bonne chose d'entraîner son cerveau au sens critique en fait. Et en France, on en est particulièrement fiers de ce sens critique qui nous apprend à penser par nous-mêmes. Et au-delà de parler de l'IA, on a aussi les réseaux sociaux qui nous confrontent sans cesse aux avis, aux opinions de tout un chacun. Je pense qu'on n'est pas fait pour emmagasiner autant d'opinions. Parfois, je vais volontiers voir les opinions des autres en ligne sur un film que j'ai vu pour comparer, etc. Alors ça peut être une bonne chose, mais ça peut aussi nous décentrer quelque part et nous faire perdre de vue ce que l'on pense fondamentalement, indépendamment des autres. Et le nœud nord se trouve par ailleurs en Verseau. Il y a aussi une forte volonté du collectif de se connecter à la communauté, de se fondre dans la masse, d'effacer nos individualités, d'être de plus en plus communs en fait. Et je pense qu'il est fondamental de garder son individualité, d'avoir des opinions qui sont les nôtres, qui sont parfois un peu subversives, qui n'ont rien à voir avec celles des autres. Et je vous enjoins particulièrement à avoir un Commonplace Notebook, donc un carnet où vous avez toutes vos opinions, toutes vos critiques, toutes vos pensées, toutes vos élucubrations qui sont dans ce petit carnet. Ça vous permet, je trouve, d'entraîner ce sens d'observation qui ne peut être émis que par vous. Je ne sais pas si c'était très clair, mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo de mon rapport à ces carnets que je trouve très connectés à ce signe de la Vierge. Donc la Vierge, on a vraiment cette capacité à comprendre un problème complexe et puis à revenir aussi, à éditer les choses. C'est la grande éditrice du zodiaque, cette capacité à revenir sur ce qui manquait précédemment de précision. Comme on sort du signe du lion où tout est grandiose, magnifique, mais peut-être trop dans la largesse et pas assez dans le petit rouage, la Vierge va nous permettre de revisiter certaines choses qu'on a mises en place en saison du lion, d'aller les éditer, les peaufiner pour en sortir l'essence merveilleuse qu'elles sont. C'est un signe d'observation et donc à pratiquer une forme de détachement, de se percevoir depuis une forme de méta-narration. J'aime beaucoup utiliser cette expression pour désigner cette part de nous qui est capable de prendre du recul sur les choses, cet observateur intérieur en nous qui n'est pas dans le drama quotidien de tout ce qui nous émeut, de tout ce qui nous malmène, de tous les petits problèmes du quotidien et les grands drames du quotidien. On a aussi une part en nous
pour revenir à ce travail des parts intérieures que sont aussi les signes du zodiaque, on a cette part intérieure en nous qui est capable d'observation, pas froide, mais juste d'avoir un pas de recul sur les choses pour les observer. Et je pense qu'en saison de la Vierge, c'est particulièrement bienvenu, d'autant plus qu'on aura une émulation très très forte d'émotions, à nouveau avec la pleine lune, l'éclipse en Poisson. Avec cette saison des éclipses, de manière générale, vous l'avez sans doute remarqué, psychiquement c'est très chargé. Donc la Vierge nous permet d'adopter cette perspective extérieure, ce pas de côté pour observer les choses avec tempérance en fait. Et de cette manière, plutôt que de se dire voilà je suis anxieuse ou je suis en colère, je suis ces émotions, il y a cette distanciation qui permet de dire il y a de l'anxiété chez moi. C'est vrai, je ressens cette anxiété, pour autant cette anxiété n'est pas moi. Il y a un adage très connu qui dit que on n'est pas nos émotions, on n'est pas non plus nos corps, on est bien plus que ça. Et je le pense fondamentalement. Les émotions, ça fait partie de l'expérience humaine qu'on a choisi, le monde des limitations et des émotions, mais on est capable d'observation aussi sur celles-ci. Ça me fait penser aussi par ailleurs à quelque chose que j'ai lu, c'est que en fait le cerveau à la base n'est pas fait pour nous rendre heureux. Aussi improbable que ça puisse paraître, le cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous faire survivre. Quand on pense à ça, on peut se dire que toutes nos pensées ne sont pas valables, ne sont pas faites pour être gardées. La Vierge a ce rôle justement de tri sélectif sur les pensées. Toutes les pensées ne sont pas faites pour être conservées, parce que le cerveau est simplement là pour nous faire survivre. Je crois qu'on a ce système d'activation réticulaire qui nous permet de détecter tous les rouages du quotidien et de les anticiper et de créer des formes de patterns de manière à survivre. Et de la même manière, des pensées négatives répétées à l'excès peuvent sembler paradoxalement nous sauver et nous préserver des autres, d'événements, etc. Mais parfois, toutes les pensées ne sont pas indiquées pour conserver, être gardées. Il y a une autre chose à laquelle ce mouvement de Mercure en Vierge me fait penser, c'est cette capacité à observer la manière dont on se parle, cette narration intérieure qui est extrêmement importante. Et si je peux parler de mon expérience, je crois que la conscience de ce dialogue intérieur et la reformulation parfois de ce dialogue intérieur est ce qui m'a été le plus bénéfique, et c'est extrêmement difficile. Surtout quand on a un cerveau qui est particulièrement disposé à la rumination cognitive et à l'anticipation du danger, on peut avoir un dialogue intérieur qui est passablement négatif tout le temps. Et la seule prise de conscience de ce dialogue intérieur, et aussi le fait de le changer, de se parler gentiment avec compassion et curiosité. Je sais que ça peut sembler gnangnan et c'est la chose la plus importante, en tout cas pour moi, jusqu'ici, que j'ai pu faire. Ça me fait penser évidemment aussi à l'autre pendant de la Vierge, qui justement est dans ce système d'excellence cérébrale et cognitive, d'efficacité optimale des rouages cérébraux. Et le pendant, l'ombre de ce signe, qui est présent chez tous les signes, tous les signes disposent d'ombre et de pendant négatifs. L'ombre de ce signe est tout indiqué pour parler de la métanarration et du discours intérieur, parce que l'ombre de ce signe, c'est le perfectionnisme. Ce perfectionnisme délétère qui lui fait défaut, qui peut se retourner contre elle. Et on a tous ça, parce qu'on a tous la Vierge dans nos thèmes astro. Et on a une société qui nous prédispose au perfectionnisme. Mais au perfectionnisme vraiment nocif pour nous. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo à ce sujet sur le perfectionnisme en me référant à une auteure jungienne que j'adore, qui s'appelle Marion Woodman, qui était une auteure jungienne qui s'est beaucoup intéressée au travail du féminin et aux addictions, particulièrement aux addictions alimentaires et au perfectionnisme. Et elle expliquait d'une manière absolument brillante que le perfectionnisme est l'addiction la plus délétère qui puisse exister, parce qu'en réalité le perfectionnisme est présent dans toutes les addictions, quelles qu'elles soient. Le fond commun de toutes ces addictions, c'est le perfectionnisme. C'est le fait de se malmener constamment de manière à atteindre un standard d'excellence qui par ailleurs ne peut jamais être atteint. Parce que le perfectionnisme, quelque part, c'est l'hubris. L'hubris, c'est l'inflation archétypale, c'est le fait de se croire aussi excellent qu'un dieu, que les dieux du mont Olympe, et forcément ça ne peut que être nocif et dangereux pour la psyché. Et quand on est perfectionniste, le discours intérieur est particulièrement dur, âpre,
C'est souvent assez amer, assez acide, les paroles, les invectives qu'on se fait dans la tête toute la journée. Et faites le test, si vous passez une mauvaise journée ou plusieurs mauvaises journées, au-delà des faits extérieurs, voilà ce qui s'est passé dans la journée. Souvent, il ne s'est rien passé de spécial, rien de particulièrement significatif, mais si on fait le point à la fin de la journée de comment on s'est parlé, si on arrive à prendre du recul sur ses pensées, on se rend compte qu'on s'est parlé d'une manière détestable toute la journée. Donc oui, on passe une mauvaise journée. Et je trouve ça dommage que pour la plupart d'entre nous, le discours intérieur par défaut, c'est un discours négatif d'excellence, de perfectionnisme. Parce qu'on vit dans une société capitaliste, je vous apprends rien, qui nous pousse encore et encore à ce standard d'excellence qui n'est absolument pas atteignable. Et je le dis souvent, ce standard d'excellence de validation extérieure, c'est un standard masculin, mais du masculin délétère. Il y a un autre type de masculin qui heureusement est possible, mais pour ça, il va falloir aller à la rencontre du féminin. Le féminin, c'est la connexion aux autres, l'acceptation, l'amour inconditionnel envers soi, l'humilité aussi de se dire bah non, je ne suis pas capable de cette excellence et je vais m'aimer quand même. Je suis partie sur une digression, mais je pense que c'est tout indiqué pour ces transits aussi. Donc on vient de parler de Mercure en Vierge. Et maintenant, on va parler de l'éclipse en Poisson, qui est aussi une pleine lune qui va advenir le 28 août. Donc comme je l'ai dit, la semaine passée, on arrive sur la fin d'un grand mouvement de gestation qui a été initié avec le début de cette saison des éclipses. On arrive un peu de manière symbolique à la fin des contractions, et donc la délivrance arrive, l'accouchement, la maïotique arrive, le fait d'accoucher de soi-même, c'est ça, la maïotique, arrive en signe du Poisson, et symboliquement, je trouve ça d'une beauté somptueuse, parce que le Poisson est le signe de la félicité originelle, de l'appartenance originelle. C'est le signe de la grande mère archétypale, de l'ouroboros, de l'acceptation inconditionnelle à l'espèce humaine, et de la compassion les uns envers les autres. Donc c'est particulièrement bienvenu en cette période. Mercure en Vierge nous a dit regarde dans le détail vraiment toutes les aspérités de ton quotidien, mais l'éclipse en Poisson nous dit regarde plus grand, vois plus loin que ça, et regarde vraiment les choses pour ce qu'elles sont véritablement, et ce qu'elles sont véritablement, peut-être que c'est qu'une illusion, et que la vérité c'est notre appartenance inconditionnelle à ce tout. Donc la pleine lune, on est vraiment sur un état de révélation, de culmination. C'est la fin de la gestation, on a vraiment tout le matériel psychique qui va remonter et être visible d'un coup. Comme c'est une éclipse aussi, c'est pas une pleine lune ordinaire, c'est un moment de bascule. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que évidemment, dans le day-to-day, dans le quotidien, ça peut être difficile à vraiment analyser, à comprendre ce qui se passe. Ce serait à dézoomer sur une décennie et de regarder rétrospectivement qu'est-ce qui s'est passé à cette époque. Ok, est-ce qu'il y avait une pleine lune? Et souvent, très souvent, ça corrobore. Mais je trouve que c'est difficile de regarder parfois ces schémas archétypaux, astrologiques dans le day-to-day. Je trouve pas ça hyper pertinent parce que souvent, on en comprend toute la portée psychique des mois après, des années après, voire une décennie après. Mais c'est vrai que l'éclipse est un marqueur de temps fondamental. Souvent, quand on regarde une biographie, quand on regarde le thème astral d'une tierce personne, d'une personne connue dont on connaît la biographie, on se rend compte que les éclipses viennent marquer une temporalité dans la vie de la personne très très importante. Ici, je vous invite peut-être à vous demander qu'est-ce qui doit être abandonné. Parce que l'éclipse en Poisson, on est vraiment sur un mouvement d'abdication dont j'ai déjà parlé. Surrender, en anglais, c'est se rendre quelque chose à plus grand que soi, abdiquer et confier les clés à quelque chose qui nous dépasse. Peut-être que justement, à trop vouloir être dans le contrôle, on se rend compte qu'on ne peut pas tout contrôler. Et puis c'est un peu le défaut de l'astrologie prédictive, de vouloir contrôler les choses, de vouloir les anticiper, de vouloir les lire, mais quelque part c'est aussi une forme d'hubris, parce qu'on ne sait pas tout, il y a plein de choses qui nous échappent complètement. On peut tenter symboliquement de mettre des métaphores, et l'usage de la métaphore, je pense, est fondamental. L'image métaphorique, c'est quelque chose que James Hillman disait beaucoup. L'image nous protège en fait d'une certaine manière. On n'est pas fait pour interpréter littéralement les événements. Je pense que ça peut être délétère de jouer à Dieu quelque part. Mais cette éclipse, je trouve peut-être de se demander, voilà, qu'est-ce qui arrive à maturité, qu'est-ce qui se termine, qu'est-ce qui doit être abandonné, qu'est-ce qui peut être relâché d'une certaine manière.
Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup qui dit de porter un vêtement de manière lâche, de le porter de manière loose, pas trop étriqué, pas trop serré. En vierge, on peut avoir envie d'être tout étriqué dans ses vêtements. Le poisson nous dit il faut qu'il y ait un peu d'espace dans le vêtement, il faut que ça respire en fait. Et je pense que c'est ça l'indication de cette pleine lune, de cette éclipse, c'est de porter les vêtements un peu lâches de manière symbolique, d'apprendre à porter les choses de manière un peu lâche, de pas avoir un étau serré sur les choses, de pas s'agripper aux choses de toutes ses forces, parce que s'agripper aux choses de toutes ses forces et aux gens par ailleurs, c'est de la codépendance, c'est avoir peur fondamentalement de l'abandon. Et ça nous raconte beaucoup aussi l'histoire du poisson, cette codépendance avec les autres, la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur de vivre seul, la peur de mourir seul. Mais le poisson nous invite à nous dire, d'une certaine manière, on sera toujours seul, et d'une autre manière, nous ne sommes jamais tout à fait seuls. Pour justement aller un peu plus loin dans ce côté un peu métaphysique, parce que c'est une éclipse extrêmement métaphysique, les éclipses ont toujours ce côté métaphysique, vraiment, une éclipse, peu importe de l'endroit d'où l'on vient, de nos croyances, quand on regarde une éclipse, on ne peut que se rendre compte qu'il y a plus grand que nous, que finalement on n'est que peu de choses, il y a une forme de petitesse et de grandeur qui est merveilleuse, de paradoxe merveilleux quand on regarde une éclipse. Et plus j'avance vers cette éclipse, et peut-être que c'est une émotion que vous partagez aussi, je vais me permettre de la partager, plus j'ai un sentiment de deuil qui se met en place, qui est un peu bittersweet, un peu difficile. Évidemment, l'émotion du deuil est difficile, mais en même temps belle, paradoxalement. Cette énergie nous parle aussi du fait de n'être qu'un être humain, finalement. Du deuil aussi, de la souffrance universelle. Le poisson est un signe christique de la compassion envers les autres, de se rendre compte que oui, alors évidemment, je vais enfoncer des portes ouvertes, il y a énormément de gens qui souffrent en ce moment, on ne peut pas empêcher les gens qu'on aime de souffrir, on ne peut pas empêcher la mort, et on ne peut pas réparer tout ce que l'humanité a fait. Et je trouve qu'il y a ce deuil qui se met en place petit à petit dans mon cœur, mais c'est pas un deuil qui durcit mon cœur, c'est un deuil qui me connecte aux autres. Et j'ai vraiment eu l'impression de cette ouverture du cœur ces derniers jours, de plus en plus. C'est pas facile du tout parce qu'on aimerait être un peu hermétique. On n'aimerait pas vivre toutes ces émotions en fait. C'est difficile d'être un être humain parfois. Sur Instagram, il y a souvent des reels qui tournent avec cette chanson de Prince qui est hyper connue, qui s'appelle Purple Rain. Et ça m'a donné envie de la réécouter et je l'ai écoutée en boucle. Et je sais pas, c'est une chanson qui est tellement poisson, C'est d'une beauté somptueuse, presque d'un autre monde. Je trouve qu'il y a une beauté dans cette chanson qui est littéralement métaphysique et qui écrit parfaitement bien ce sentiment que j'avais ces jours passés, ces semaines passées de deuil, de trou à l'intérieur du cœur, mais qui est ouvert en fait et qui continue à se remplir avec d'événements de la vie quotidienne que je trouve somptueux, que je trouve merveilleux, et en même temps de deuil d'être un être humain et de devoir vivre toutes ces émotions en même temps, et c'est beaucoup à processer, mais c'est aussi très beau. De parler du sentiment océanique, et je trouve que ça décrit aussi merveilleusement bien le poisson, ce sentiment d'appartenance universelle à cette grande mer archétypale, presque parfois de régression océanique à cette grande mer archétypale, de ne vouloir être qu'un tout, de vouloir effacer nos individualités. C'est comme si on avait oublié tout ce qui s'était passé en Lion récemment, c'est ce besoin d'authenticité, de visibilité, de légitimité. C'est comme si tout ça avait été élagué au profit de plus grand que soi, que finalement tout ça n'a que très peu d'importance. Et il y a ce côté aussi régressif de vouloir retourner à un état antérieur en fait, à l'ego, à l'affirmation de l'individualité, que finalement l'ego évidemment est important, hein, je le disais, construire un ego suffisamment solide pour pouvoir avancer dans la vie, mais l'ego, il faut bien le dire, nous fait souffrir, nous malmène très régulièrement. Il n'y a jamais un état où on se dit « Ah, mais là je suis satisfaite de mon ego ». Non, c'est jamais fini. Donc il peut y avoir ce sentiment océanique qui se met en place, mais aussi de beauté absolue qui consiste à se dire « Je ne suis pas ce petit moi qui est séparé du tout ». Il y a cette image de la conscience qui est merveilleuse, qui raconte qu'on est une goutte dans l'océan, une goutte de conscience dans l'océan, mais qu'on appartient aussi à l'océan et que on est cet océan par excellence. Avec une pleine lune en poisson, on a aussi un état de grâce qui peut se mettre en place où on arrive à un sentiment de complétude, de satisfaction. Ça peut évidemment ne pas revêtir cet aspect de deuil dont je vous ai parlé, mais aussi de paix en fait.
de paix, de système nerveux apaisé, ne plus avoir à se justifier, à se comparer, à prouver son existence et juste d'accepter les choses pour ce qu'elles sont, même si elles sont pas parfaites. Ça me fait penser à ce conte nord-européen des Selkie, de la Selkie, c'est la femme phoque. Et c'est une histoire qui raconte qu'il y avait des femmes phoques, qu'on pourrait aussi apparenter à des sirènes. Et un jour, un homme tombe sur ces femmes phoques et aperçoit une femme phoque et il en tombe éperdument amoureux. Et il vole sa peau de phoque, il la cache. Et puis il l'enjoint à venir avec lui, à fonder une famille avec lui, donc elle passe toutes ces années avec lui, ils ont des enfants, mais un jour l'appel du large est plus forte qu'elle, et puis elle retrouve sa peau de phoque et elle retourne à l'océan. Et je trouve que ça raconte merveilleusement bien cette histoire du poisson aussi, qu'on a sans doute cette double appartenance. En tant que femme, je le pense fondamentalement, en tant qu'être humain, de manière générale, le féminin parle à tout le monde. Et c'est cette double appartenance, en fait, à la fois de nos vies de surface, la vie qu'on doit mener, la vie des factures et des rouages quotidiens et du travail, et notre appartenance à une communauté, etc. Et puis on a cette appartenance collective, cet inconscient collectif, cet amour universel qui nous lie, cette appartenance à Dieu, à l'univers qui nous appelle aussi régulièrement. Et cette éclipse en poisson, je trouve, raconte merveilleusement bien aussi ce conte que j'aime beaucoup. Une éclipse en poisson, je vous invite aussi vraiment à noter vos rêves. C'est quelque chose que vous m'entendrez dire très régulièrement, de noter ses rêves. Et je le fais pas toujours, pour être honnête, je le fais pas tout le temps, et pourtant je le répète tout le temps. Je pense qu'il y a une forme de réticence, de résistance à le faire. C'est très bizarre. Quand on sait qu'un rêve est important, que la psyché a un message à faire passer, c'est comme si le matin on se dit « Ah mais non, mais je sais pas, non je vais pas le noter, je sais pas, c'est très étrange je trouve. » Mais je vous invite vraiment à noter vos rêves autour de l'éclipse parce que, alors une éclipse c'est toujours bienvenu, je trouve, il y a toujours des rêves qui vont être particulièrement éloquents, particulièrement significatifs. Mais au-delà de ça, une éclipse en poisson, c'est vraiment tout indiqué, et puis une pleine lune en maison 12 par exemple aussi, mais de manière collective, une éclipse en poisson, c'est vraiment une bonne chose de noter ses rêves, et on n'a pas à connaître le langage des rêves de manière individuelle, en prenant chaque morceau du rêve, chaque partie du rêve, chaque personnage, en considérant que chaque personnage parle d'une partie de la psyché qui nous appartient. Si je rêve de ma mère, je sais qu'en vérité je rêve de moi sous une autre forme. Et puis en analysant ce que cette personne, ce que ce décor, ce que cet objet veut dire pour moi en fait. Donc il faut vraiment s'attacher à la signification personnelle plus que collective, je pense. Et puis ensuite dérouler le fil. Et souvent les rêves ne révèlent leur sens que des jours, des mois, des années après. Moi il y a des rêves que j'ai faits il y a peut-être 5 ans, 6 ans, qui ne trouvent de sens que maintenant pour moi. Et souvent, il y a des thématiques récurrentes, des symboles récurrents. Et le rêve a son langage qui lui est propre. Laisser la psyché faire son travail, mais juste le fait de noter le rêve. Et puis, j'aimerais beaucoup finir sur le fait que cette éclipse est, pour moi, un mouvement providentielle parce qu'on est sur une éclipse dont la planète maîtresse est Jupiter, c'est Neptune et Jupiter depuis une perspective traditionnelle. Jupiter se trouve en Lion en ce moment. On est quand même sur une thématique de rêve avec le poisson, de ce que sont nos espoirs, ce que sont nos rêves. Quel est le grand rêve de votre vie? Quelle est l'intention de votre vie? On est vraiment là-dessus avec une éclipse en poisson aussi de percevoir que l'on vit dans un monde providentiel. Je crois que c'était Einstein qui disait « Dans la vie, on vit soit dans un monde providentiel ou alors un monde malveillant, mais ce seul choix détermine la trajectoire de toute notre existence. » Et je le pense fondamentalement, on en revient à la métanarration et la Mercure en Vierge. Qu'est-ce que c'est le discours intérieur que l'on a? Et de se dire fondamentalement que ce monde est providentiel et bienveillant, d'autant plus avec cette éclipse en poisson dont le régent est Jupiter, de se dire que ce monde est bienveillant et d'y veiller fondamentalement que ce monde reste bienveillant et que cette seule perspective sur la vie peut vraiment changer le cours des choses à la fois individuellement et collectivement. Avec Jupiter en Lion, d'autant plus, c'est vraiment qu'est-ce qui fait grandir le cœur, qu'est-ce qui ouvre mon cœur vers les autres, qu'est-ce qui me connecte aux autres. Si vous avez jamais fait cette méditation, je vous invite vraiment à faire une méditation méta. C'est un mouvement de méditation
information qui vient de courants traditionnels de l'Est et qui consiste à ouvrir son cœur aux autres, à envoyer de la compassion et de l'amour aux autres, non seulement à soi, à nos proches, chose qui est relativement facile aux gens qu'on aime, mais aussi de visualiser des personnes avec qui on a des griefs, des problématiques, et d'envoyer aussi de l'amour et de la compassion à ces personnes. Donc ça peut être un excellent moyen d'honorer cette éclipse en Poisson. On arrive à la fin de cette vidéo sur les transits du 24 au 30 août. Je vous ai parlé de Mercure en Vierge et de l'éclipse en Poisson. C'est une semaine qui nous apprend à la fois à vivre le détail, à prendre soin du détail de la vie profane, mais aussi d'accepter, d'abdiquer, de se connecter à plus grand que soi, à ouvrir nos cœurs, à accepter d'être dans la compassion, l'amour avec les autres. C'est un moment hautement symbolique. Je vous encourage vraiment à méditer, mais aussi à noter vos rêves, et puis à porter vos vêtements de manière assez loose, assez lâche. N'oubliez pas cet adage, je pense qu'il peut être extrêmement précieux en cette période. Et si vous souhaitez vous aussi pratiquer une astrologie archétypale et jungienne, je vous encourage à rejoindre mon espace qui s'appelle La Bibliothèque. Vous y trouverez toutes mes formations, toutes mes masterclass et aussi une communauté de passionnés du symbole et de l'astrologie, tout ça pour 29 € par mois. Et puis tout bientôt, il y aura une nouvelle formation sur les polarités du masculin et du féminin dans le thème astral. Ça va être fantastique. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.